bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Histalive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Habib Chaban, qui est allergologue, et nous allons parler d'allergies croisées. Donc, il s'intéresse de plus en plus aux mécanismes de l'histamine et du SAMA, et il est aussi l'auteur du livre Les allergies alimentaires, diagnostic, traitement et perspectives aux éditions Vigo. Je vous mettrai les caractéristiques du livre en description. Donc, bonjour, docteur Chaban, et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Marie. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter en quelques mots éventuellement, si vous voulez bien? Donc, allergologue de formation, également immunologiste, docteur en biologie humaine. Je fais dans ma vie pas mal de biologie en parallèle, pendant une quinzaine d'années, en parallèle de l'allergologie, qui a été et qui reste ma première passion. Et donc maintenant, je ne suis que clinicien depuis plus de 25-26 ans. Mhm. Actuellement installé à Anglette, dans le Pays Basque, depuis un peu plus de 2 ans, En France, on à Paris, précise, oui. Oui, et autrefois à Paris. d'accord. Voilà, ancien hospitalier, mais maintenant je ne suis plus que libéral. D'accord. Bah, c'est déjà beaucoup. Vous aidez vos patients. Et du coup, comment vous êtes intéressé à l'histamine? Parce que c'est quand même un sujet qui est peu développé en Europe, en France, en Europe, enfin dans les pays, tous les gens qui nous regardent, même au Canada. Et c'est vrai que peu de médecins, faut le dire, s'y intéressent. Et comment vous êtes arrivé justement sur ce sujet? En fait, bon, l'histamine, tous les allergologues connaissent, mais à travers le mécanisme IgE-dépendant essentiellement, mais aussi dans les rares cas qu'on peut voir d'intoxication à l'histamine. Mhm. Autrement, on sait qu'il y a des aliments histaminolibérateurs et que de temps en temps, on sait faire le diagnostic, mais on va jamais rarement au-delà. C'est-à-dire que souvent, c'est un enfant ou c'est un adulte qui a présenté quelques réactions. On dit ah ben c'est une réaction d'histaminolibération, puis point. Par contre, pourquoi je suis arrivé à m'intéresser à l'histamine? C'est parce que depuis plus d'une dizaine d'années, je me suis passionné, je peux dire, pour le mastocyte et les pathologies mastocytaires, non pas les mastocytoses, mais ce qu'on appelle le syndrome d'activation Mhm. mastocytaire. J'avais commencé à écrire quelques articles que j'avais lus et dont j'avais fait la synthèse pour une revue médicale. Et puis petit à petit, je voyais que ça prenait de plus en plus de place, puisque je voyais des patients qui correspondaient à ce type de profil d'activation mastocytaire. Et par la suite, euh, je me suis aperçu que un certain nombre de ces patients que l'on classait probablement avec cette activation mastocytaire avaient quelque chose qui ressemblait beaucoup de symptômes qui ressemblaient à ceux de l'intolérance à l'histamine. Et il est parfois même difficile de faire la part des choses entre les deux, puisque les deux peuvent être intriqués. Et du coup, progressivement, petit à petit, je me suis intéressé à ce sujet de ce qu'on appelle l'intolérance à l'histamine ou histaminose. J'ai même par la suite monté des formations pour mes collègues pour essayer de amener la discussion, enfin la formation, la discussion, l'intérêt, augmenter l'intérêt pour cette question, euh, parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés pour la diagnostiquer, pour la prendre en charge. D'accord. C'est intéressant et c'est porteur d'espoir pour nous malades de voir qu'il y a des médecins comme ça qui essaient de lancer les choses auprès de leurs collègues aussi. C'est très important, je trouve. Et donc, on va peut-être venir, si vous voulez bien, au sujet qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Donc, on va parler des allergies croisées. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez, d'ordre général, nous expliquer assez brièvement, nous rappeler le mécanisme d'une allergie comparativement à l'intolérance, si vous voulez, pour les gens qui nous écoutent? Alors, brièvement, quand on a une allergie, c'est un mécanisme qui fait intervenir l'immunité. Et donc, on a un mécanisme qui soit IgE ou non IgE, mais il fait intervenir l'immunité. Alors que dans l'intolérance, c'est un mécanisme qui est non immunologique, puisqu'il s'agit soit un phénomène pharmacologique, soit un phénomène de déficit enzymatique. Donc,
ou un problème donc de dysbiose. En tout cas, on n'est plus dans un phénomène immunologique avec les acteurs principaux que sont les anticorps ou les cellules de l'immunité. Ou la problématique souvent de diagnostic aussi, hein, parce que dans nos maladies, on a des allergies, beaucoup, enfin certains en ont, et on a aussi beaucoup d'intolérance. Donc c'est vrai que les deux s'imbriquent, et je trouvais intéressant aujourd'hui de parler des allergies croisées, parce que justement c'est un sujet qui est peut-être peu connu auprès de la communauté des patients. Et est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots simples, et après on viendra au processus, ce qu'est une allergie croisée? Une allergie croisée, c'est lorsqu'une personne se sensibilise, ça veut dire qu'elle va produire une réponse immunitaire vis-à-vis d'un allergène qui peut être présent dans un allergène respiratoire comme le pollen, mais ça peut être aussi les acariens, ça peut être le latex, ça peut être d'autres choses. Et par la suite, elle va réagir lorsqu'elle rencontre un allergène similaire, homologue, donc qui peut être de la même famille ou d'une famille proche, mais qui se trouve dans autre chose. Ça peut être dans un aliment, le cas le plus classique, mais il n'y a pas que, il y a d'autres situations sur lesquelles je reviendrai par la suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cette réponse immunitaire qui a été faite contre l'allergène qu'on va appeler A, et qui est l'allergène initiateur de la réponse immunitaire, eh bien, lorsqu'on va fabriquer notamment des IgE dans l'allergie immédiate, donc ce sont les anticorps de l'allergie, contre la substance, l'allergène A, s'il y a un allergène B qui ressemble à ce A, sur le plan de la conformation, sur le plan de la structure extérieure, eh bien les anticorps, finalement, de l'allergie, alors qu'ils sont spécifiques, ils sont spécifiques, mais ils peuvent se tromper un peu. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu, si je puis dire, un peu myopes parfois, parce qu'ils vont reconnaître une structure extérieure et ils vont se fixer dessus, pensant que c'est le A. En fait, c'est une substance B qui appartient à un autre organisme ou une autre substance totalement différente, parfois d'une famille assez éloignée. Mais elles se ressemblent de l'extérieur. Et donc, les anticorps qu'on a fabriqués contre A vont réagir contre B et déclencher des symptômes. Bon, ok. Et du coup, par rapport à ce que vous disiez, est-ce que vous avez peut-être des exemples concrets vraiment je sais pas, d'un pollen vers un aliment ou est-ce qu'il y a des choses Voilà, qui peuvent nous parler à nous en tant que malades? tout à fait. Parmi, je dirais, la réaction d'allergie croisée probablement la plus ancienne décrite, c'est celle qui avait décrite dès 1949 chez les personnes qui étaient allergiques au pollen de bouleau et qui présentaient des symptômes au niveau de la bouche, de type démangeaison, de la muqueuse buccale, de la gorge, voire des lèvres, voire même des petits gonflements qu'on peut avoir en mangeant des pommes, par exemple. Et ça a été décrit il y a bien longtemps chez les patients allergiques au pollen de bouleau et qui réagissaient aux pommes. Mais par la suite, on a démontré que cette réaction croisée, elle est liée à la sensibilisation au départ de l'allergène majeur principal du pollen de bouleau et dont l'équivalent est présent dans de nombreux fruits de la famille euh, des rosacées, donc D'accord. dont la pomme, euh, la poire, la pêche, l'abricot, la cerise, etc. Et donc, ça touche au début un fruit, puis deux, puis trois, puis d'autres fruits. Ça peut s'élargir au fur et à mesure des années qui passent. Voici un exemple assez classique. Dans ce cas-là, c'est une allergie qui est bénigne. Elle se traduit donc par des symptômes purement locaux. En fait, cette démangeaison, c'est l'équivalent d'une urticaire qui se produit dans la bouche au contact de l'aliment qui contient la substance ressemble à celle qui est dans le pollen de bouleau. On parle donc d'allergène majeur de pollen de bouleau qui est de la famille qu'on appelle PR10 et on trouve cet allergène de la famille PR10 dans plein d'autres aliments.
D'accord. Bah, c'est très intéressant. On reviendra au diagnostic un peu plus tard hein, dans les questions. Et je pense que bon, il y a peut-être beaucoup de catégories entre pollen et aliments. Et j'imagine qu'il peut y avoir. Est-ce que vous avez une autre idée qui, voilà, qui peut se faire, peut-être latex, acarien, vers peut-être un aliment aussi? Ça peut être aussi d'autres choses qui reviennent sur l'alimentation? Alors, plusieurs pollens, mais on va dire par ordre de fréquence, les pollens qui donnent le plus de réactions d'allergie croisée, c'est d'abord le pollen de bouleau, D'accord. parce que les équivalents de l'allergène majeur du bouleau, qui s'appelle BETV1, donc de la famille PR10, se trouvent dans plein d'aliments. J'ai cité la pomme, la poire, la pêche, etc. Mais ça peut être aussi dans la carotte, ça peut être dans le kiwi, ça peut être dans la figue, ça peut être dans plein de... Donc, beaucoup de fruits contiennent cet allergène-là. Les autres pollens peuvent également donner des réactions croisées, mais beaucoup plus rarement. D'accord. Je prends par exemple le pollen de cyprès, peut donner des réactions croisées très rares. Lorsqu'on se sensibilise à une protéine, un allergène mineur du pollen de cyprès, et qui est également présent dans pas mal de fruits. D'accord. Donc ça peut être euh, aussi bien dans la pêche, c'était le premier fruit où ça avait été décrit, mais ensuite dans la grenade, ensuite on en a décrit dans des citrons, dans du raisin, etc., etc., dans du poivron. Enfin, donc là, c'est rare parce que ça touche un allergène mineur du pollen de cyprès. Dans le cas du bouleau, c'est fréquent parce que l'allergène en cause est un allergène majeur. D'accord. On en a d'autres, par exemple, le latex, qui est un produit végétal, qui provient donc d'un arbre, l'EVA. Eh bien, lorsqu'on se sensibilise aux protéines de latex, je parle bien d'allergie immédiate au latex, eh bien, on peut aussi faire des réactions croisées avec des aliments du groupe latex. Et les gens sont, ça a été montré il y a maintenant un peu plus d'une trentaine d'années, avec on trouve l'équivalent dans la banane, dans le kiwi, mais aussi dans le sarrasin, dans le melon, dans l'avocat, etc. Et ça peut toucher également des allergènes, pas uniquement végétaux, des réactions croisées. Vous avez cité tout à l'heure les acariens. Eh bien, il y a un allergène mineur dans l'acarien qui est la tropomyosine, c'est une protéine musculaire. Quand on se sensibilise aux acariens, mais pas seulement aux acariens, d'autres personnes peuvent se sensibiliser aux blattes, aux allergènes de blattes et CAFRA, D'accord. eh bien, peuvent développer des IgE, donc des anticorps d'allergie contre cette protéine que s'appelle la tropomyosine et qu'on va retrouver dans tout ce qui a soit des pattes articulées, ça veut dire on va retrouver ça dans les crustacés, D'accord. Oui. aussi Ok. bien dans la crevette, dans le crabe, dans les crevisses, dans la langouste, etc. Et on peut retrouver aussi ça dans les vers qui ont cet allergène-là également présent. On peut en trouver aussi dans des céphalopodes, dans d'autres choses. Et aujourd'hui, donc, des personnes qui se sensibilisent contre cette protéine qui est dans l'acarien, mais aussi dans des blattes, peuvent par la suite réagir en mangeant des crustacés et faire une réaction d'allergie immédiate D'accord. avec de la crevette. Ou aujourd'hui, on mange, comme vous le savez, c'est autorisé de consommer donc des insectes et Ouais. notamment des vers. Eh bien, dans des vers, dans des insectes, on peut trouver aussi bien Mm. que ce soit des sauterelles ou que ce soit du ténébrio, eh bien, on peut trouver cet allergène qui est D'accord. présent dedans. Et encore une réaction, euh, euh, je dirais, de description plus récente ces dernières années, et qui nous a permis de comprendre pourquoi on retrouvait ce type d'allergie qui autrefois était beaucoup plus fréquente dans le bassin méditerranéen, mais on peut en retrouver aujourd'hui au nord chez les fumeurs de cannabis. D'accord. Quand on fume du cannabis, on peut se sensibiliser lorsqu'on a un terrain atopique on peut se sensibiliser à une protéine qui est un allergène important dans le cannabis, dans la feuille de cannabis ou la fleur de cannabis. Eh bien, cet allergène sensibilise le fumeur, qu'il soit actif ou passif d'ailleurs. Et il peut par la suite déclencher des réactions d'allergie, notamment alimentaires, mais pas que alimentaires. On peut même aussi devenir allergique au latex par ce biais-là, par exemple. Bon, bah, c'est très intéressant parce qu'on a quand même, je pense, une communauté des gens qui nous écoutent, qui vont développer des allergies, mais
sans que ça soit vraiment diagnostiqué, on verra après le diagnostic. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant à tout ce que vous dites, surtout les exemples concrets. Parce qu'en plus, dans nos pathologies, on va manger sans histamine pour beaucoup de gens. Et des aliments que vous avez cités qui sont sans histamine, notamment dans la première allergie au boulot, et ben, vont pas forcément passer. Donc c'est assez intéressant et comme il y a quand même une population assez large d'allergiques au pollen, c'est des choses vraiment intéressantes, je trouve. Oui, alors deux précisions. En ce qui concerne la question qu'on pose souvent après avoir évoqué le cannabis, et maintenant, et du CBD, qu'en est-il? Eh Oui, bien, ça ne contient pas le fameux allergène qui donne d'accord. cette réaction croisée. Donc, on est de ce côté-là tranquille. Et concernant le pollen de bouleau qui donne énormément de réactions croisées, c'est le premier en fréquence, je parle. Euh, eh bien, elles sont généralement bénignes et l'allergène étant fragile, dès qu'on cuit l'aliment, les symptômes, en tout cas immédiats, disparaissent. Il arrive, dans de très rares cas, que d'autres symptômes retardés peuvent apparaître, mais c'est assez rare. D'accord, ok, bon. Eh ben, très intéressant en tout cas. Donc le mécanisme, j'allais venir sur cette question du mécanisme le plus précis et la façon dont le corps réagit, mais au final, vous l'avez déjà quand même expliqué assez bien, je trouve, schématiquement tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter dessus, mais je trouvais que c'était déjà bien expliqué. Donc, C'est la question de la sensibilisation. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans notre pratique, on voit apparaître, on voit arriver dans nos cabinets des enfants notamment qui, voire même des personnes adultes, mais surtout des enfants qui commencent par faire le syndrome d'allergie orale, c'est-à-dire la réaction dans la bouche en mangeant des fruits, avant même d'avoir la rhinite ou la conjonctivite au pollen de bouleau. d'accord. C'est-à-dire que c'est des patients qu'on voyait enfin, quasiment pas avant, il y a une quarantaine d'années, et aujourd'hui c'est devenu un phénomène euh, que l'on peut voir plusieurs fois dans l'année, des enfants qui commencent par cette réaction d'allergie croisée avant même d'avoir les symptômes d'allergie respiratoire. Ça veut dire que c'est un signe qui annonce la sensibilité. Quand on cherche, quand on fait les tests ou les dosages spécifiques, eh bien, on trouve une sensibilité qui a déjà commencé, mais qui ne s'exprime pas encore pour des raisons qu'on n'a pas encore étudiées suffisamment. Ok, Et les allergies croisées sont très, j'allais dire, c'est assez curieux parce qu'on a des choses parfois qu'on a découvert récemment, hein, ces 20 dernières années. Notamment, je parle d'une allergie rare, qui est l'allergie au liquide séminal humain. Eh bien, l'allergie au liquide séminal, ce sont des allergies qui peuvent survenir après un rapport sexuel chez la femme, parce que et parfois même après le premier rapport, ce qui est assez étonnant. On s'est dit, mais comment se fait-il qu'on puisse réagir alors que jamais de contact avec les allergènes du liquide séminal? Eh bien, parce que la sensibilisation, là aussi, dans la majorité des cas, se fait par voie respiratoire. Et on a démontré par la suite que le fait de posséder un chien mâle, d'accord. Ah chez oui, le chien mâle, contrairement au chien femelle qui n'en a pas, eh bien, il y a un allergène qui est dans le liquide séminal du chien, donc également dans l'urine, mais également dans les squames, mhm, dans ce qui est dégagé par les squames et donc forcément qui va se retrouver sur le poil du chien. Eh bien, on peut se sensibiliser à cet allergène spécifique du chien mâle, qu'on le sache ou pas. Eh bien, cet allergène qui est aujourd'hui connu sous le nom de la calicréine, c'est l'équivalent du PSA. Tout le monde connaît chez les hommes, en tout cas, le PSA, parce que c'est un marqueur pour les problèmes de cancer de prostate. Eh bien, ce fameux PSA, qui est la calicréine humaine, ressemble à celui du chien. Eh d'accord. bien, quand on sensibilise, par exemple, euh, à cette calicréine du chien mâle, eh bien, on peut développer, dans de très rares cas, bien sûr, Mhm, euh, une allergie au liquide séminal lorsque l'allergie est déjà présente donc vis-à-vis de cet allergène du chien. Donc voici d'accord. une allergie assez rarissime, bien sûr, mais assez étonnante comment on peut réagir à un liquide séminal humain Mm, alors qu'on a été en contact avec le chien, les ouais, squames de ouais. chien, tout simplement.
Voilà. C'est très intéressant et ça peut expliquer aussi bah, pas mal de choses. Et ça, vous avez un tout petit peu répondu tout à l'heure. Est-ce que quand vous disiez que vous voyez des cas que vous ne voyiez pas il y a 30, 40 ans, est-ce que vous remarquez dans votre pratique ou statistiquement hein, une augmentation des allergies croisées? Alors des allergies, oui, ça, vous le dites d'ailleurs dans votre livre. Et des allergies croisées, j'imagine que ça va un peu en augmentant aussi. Oui, ça va en parallèle, puisque Mm, avec l'augmentation des allergies et du nombre d'allergiques, le réchauffement climatique, on a de des saisons beaucoup plus longues, on a de plus en plus de personnes qui deviennent allergiques parce qu'elles ont une hérédité, parce que l'environnement est agressif, la pollution, les pollens, etc. On a plus en plus d'allergiques et donc on a plus de réactions d'allergie croisée, notamment lorsqu'on se sensibilise à ces allergènes-là qui donnent des réactions croisées qui sont notamment les pollens de bouleau, mais il n'y a pas que les pollens de bouleau, oui, les oui, pollens de graminées peuvent donner aussi, le pollen de plantain peut donner aussi. Le plantain est connu pour donner des réactions croisées avec les cucurbitacées, la famille, donc notamment des melons, mais aussi de la courge, citrouille, etc. Donc, il n'y a pas un seul pollen, il y a plusieurs pollens, et comme on a plus d'allergiques, plus de forcément, polliniques, automatiquement, oui. et automatiquement on a davantage d'allergies croisées. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on sait mieux les identifier, on sait mieux caractériser l'allergène qui est en cause, et donc c'est beaucoup plus facile qu'il y a 40 ans où on n'avait C'est pas ça. tous les outils. Mm. Donc l'allergologue va pouvoir, dès qu'il voit un patient, il va réussir rapidement à faire, du coup, aujourd'hui, avec toutes les études, à faire le lien Tout entre à ces fait. différentes allergies en fonction de ce qu'il trouve. Oui, parce qu'il y a Mm. aujourd'hui plein d'outils de formation pour les allergologues. Et puis dans leur formation, ils ont eu ça. Et des outils qui permettent de rappeler donc des tables, des réglettes, etc., qui Mm. ont été faites pour dire bah, tel pollen, ça donne des réactions croisées avec tel ou tel aliment, tel allergène avec tel autre aliment, etc., qui soit d'origine végétale ou animale. Ça permet d'avertir le patient éventuellement en disant attention, peut-être là, plus tard, va se développer, comme vous disiez, que ça peut arriver même avant parfois. Mais bon, après ça, Tout à fait. D'ailleurs, moi, juste pour les personnes qui ont commencé à se sensibiliser et qui se posent la question, mais avant, j'avais pas ça, maintenant j'ai ça, etc. Je leur dis, écoutez, voici les aliments. Donc, on peut avoir des listes hein, en disant, voici les aliments que l'on connaît, qui sont potentiellement euh, euh, impliqués dans ces réactions croisées, les plus fréquents, les moins fréquents et les extrêmement rares. mm. Voilà. Et il y a un ordre parce que plus on s'éloigne, plus la ressemblance est faible, plus la réaction croisée devient rare. Plus la ressemblance est forte. Pourquoi le pollen de bouleau avec la pomme? Parce que l'allergène de pomme et de cet allergène majeur de bouleau sont très ressemblants, à peu près 60% de ressemblance. Si vous allez entre la Au niveau de la carotte molécule, on parle, hein, bien sûr, hein. C'est exactement, ça, au hein. niveau de la molécule qui Mm. donne la réaction C'est croisée. ça. Et si vous comparez le pollen de bouleau et la carotte, eh bien, on descend à un chiffre beaucoup plus bas Mm. de similitude, Oui, on va dire, je dis de n'importe quoi, mais ressemblance. peut-être dans cette première ressemblance, il y a peut-être 60, voilà, Voilà, 70% de ressemblance et 60%, après on et dans descend. l'autre, on Voilà, est à c'est ça. 35%. C'est ça. Voilà. D'accord. OK. Et donc, du coup, vous disiez tout à l'heure que les symptômes, vous parliez des symptômes de l'allergie croisée, qu'ils étaient en général moindres, c'est ça, que ceux de l'allergie de base, enfin l'allergie A, c'est Alors, ça? je Toujours? rectifie, en fait, ça dépend de l'allergène qui est en cause. D'accord. Dans le cas du pollen de bouleau, ce sont en grande partie, 99% des réactions sont bénignes, mais attention, aujourd'hui, à force de rassembler des cas et des patients, etc., eh bien, on s'aperçoit qu'il y a peut-être 1% de patients qui peuvent faire des réactions graves, même Un en choc ayant, anaphylactique, par exemple, c'est ça. voilà, Mm. juste en ayant, et pour lesquels on n'a jamais pu démontrer jusqu'à aujourd'hui un autre allergène que celui qui est l'allergène majeur du pollen de bouleau qui est Mhm. positif. Et pourtant, ils ont fait une réaction beaucoup plus grave. Peut-être qu'un jour, on va découvrir un autre allergène, parce que de temps en temps, ça a été le cas pour les allergènes qu'on appelle les LTP, elles étaient collées à autre chose, ou avec l'allergène du pollen de cyprès et la pêche. Mais
Si on prend l'exemple du pollen de cyprès et de la pêche, eh bien, c'est un allergène mineur, mais pourtant, quand on se sensibilise à cet allergène, on peut faire des réactions croisées qui peuvent être beaucoup plus graves. Donc, D'accord. comme Donc, une anaphylaxie, comme avec un autre aliment qui donne une d'accord. anaphylaxie. D'accord? Et c'est la même chose pour les aliments qui croisent entre le latex et les aliments du groupe latex, comme l'acarien, alors que c'est un allergène mineur de l'acarien ou de la blatte, Ouais. et pourtant il va donner des réactions beaucoup plus graves lorsqu'on consomme par exemple des crustacés. D'accord. Et ça, vous remarquez ce phénomène que vous décrivez pour une personne, est-ce que ces réactions à l'allergie croisée augmentent avec le temps pour une même personne, je parle, hein. C'est-à-dire que est-ce que ça va, plus elle va être en contact, bon, ça c'est un peu le principe, je pense, de l'allergie, plus on est en contact, plus on va réagir fort. Est-ce que ça marche aussi, j'imagine, pour les allergies croisées? Oui, oui, hélas Mm. oui, parce qu'on s'aperçoit que euh, quand on commence à faire de l'allergie croisée, notamment si je reprends l'exemple du pollen de bouleau et les aliments qui croisent avec ce pollen, eh bien au début on va commencer avec la pomme, et puis D'accord. quelques mois ou années après, eh bien on va s'apercevoir qu'on va réagir avec de la pêche, avec de la fraise, avec du kiwi, avec des carottes, etc. Et en fait, on va, si je puis dire, collectionner ces réactions croisées, élargir le panel Mm. des réactions croisées. Plus les années passent, plus on va reconnaître des allergènes qui ont moins de ressemblances. D'accord. Au début, on reconnaît celles qui ont le plus de Mhm. ressemblances, et au fur et à mesure des années, on commence à réagir vis-à-vis d'allergènes qui ont une ressemblance plus faible. Je comprends. Donc finalement, avec les années, on peut dire que pas chez tous, heureusement, pas chez tout le Mhm. monde, c'est pas une règle générale, mais chez Mhm. beaucoup de patients, il y a un élargissement du nombre d'aliments auxquels on réagit. Et si j'ai une question là, si le patient arrête, par exemple, ça a été découvert, son allergie est découverte tôt, son allergie Mm. croisée, le patient arrête le premier fruit le plus proche comme la pomme, est-ce que là, ça stoppe un petit peu le mécanisme de sensibilisation de l'allergie croisée ou Pas du non? tout. Ça, Non, ça pas du continue tout. tout de même. Ouais, Le fait d'interrompre la consommation n'améliore pas la d'accord. situation. On sait aujourd'hui que l'éviction n'est pas une bonne solution. Bien au contraire, si on fait même des inductions de tolérance à la pomme pour permettre aux patients qui aiment encore consommer des pommes, puisqu'il y en a qui abandonnent, ils disent ça ne m'intéresse plus, ok, mais quand le patient a envie d'en manger, eh bien on peut faire une induction de tolérance à la pomme. Et de ce fait-là, plus on consommera de pommes, et au contraire, mieux sera la tolérance vis-à-vis des autres fruits. Vous voyez, donc, si le patient ne peut plus tolérer de consommer le fruit parce que ça pique beaucoup, ça gratte, ça gonfle, il va arrêter de lui-même. Il n'aura pas besoin d'allergologue pour On faire est ce choix. d'accord. Ça, je suis Mais d'accord. euh, lorsque c'est tolérable, on conseille toujours de continuer à en consommer. Oui, parce que ce que j'ai expliqué aussi une fois, c'est que plus, si vous, bon, après, quand on n'a pas le choix, comme vous dites, on ne supporte pas l'aliment, même en reprenant, etc. Bon, voilà. Mais ce que vous disiez, c'est que si on arrête un aliment complètement pendant longtemps, on a des risques de développer une intolérance à cet aliment. Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous confirmez ou pas? On risque de développer deux choses. Alors, soit augmenter l'allergie vis-à-vis de cet aliment, la réaction peut être Oui, encore plus forte, ça c'est la première chose. Soit développer des réactions d'ordre totalement psychologique, des oui. aversions, etc. C'est surtout ça. Est-ce qu'on développe une intolérance au sens non immunologique? Je ne pense pas parce que ce n'est pas le même phénomène au départ. Donc on reste sur l'allergie de toute façon, hein, Tout c'est à ça, fait. on est d'accord. On reste sur Mais je pense l'allergie. que ce mécanisme peut fonctionner avec les intolérances. Quand on ne supporte pas un aliment, on l'arrête. Est-ce que après, quand on l'arrête longtemps, en reprenant, on peut avoir des intolérances ou on n'est que sur le phénomène d'allergie dans ce type-là? Dans le cadre de... Alors, si je prends quelque chose qui est génétique, Oui, l'intolérance au là, je suis, lactose, Hmm. on arrête, on reprend, ce sera Je suis, toujours pareil. là, je suis d'accord. Voilà. Si on prend l'intolérance à l'histamine qui est liée à un défaut, sauf quand il est génétique, mais quand il s'agit d'un défaut transitoire d'activité de la DAO,
eh bien, si l'activité entre-temps est rétablie, eh bien, même aliment qui n'était pas toléré Ça, va être toléré de nouveau. Vous c'est voyez? ça. Oui, c'est tout à fait. Donc, Parce qu'on n'a pas le phénomène de mémoire immunitaire qu'on hmm, a dans l'autre dans, côté, dans au les niveau de allergies, tout à fait. l'allergie. D'accord. Et donc, d'après vous, bon, vous allez me dire, est-ce qu'il y a des profils plus atypiques pour développer des allergies croisées? Donc déjà les personnes qui sont allergiques de base en terrain, atopiques, mais est-ce que il peut y avoir d'autres profils de patients? Est-ce que, je sais pas, je dis n'importe quoi, une personne qui a une maladie inflammatoire, qui a une maladie immunitaire, sans avoir de base d'allergie, est-ce qu'elle est plus à risque de développer ce genre de choses? Non, je pense que ce qui est important, c'est d'abord la capacité à se sensibiliser, Mhm. c'est-à-dire le terrain qu'on appelle atopique, c'est-à-dire cette hérédité. Mais on voit de plus en plus d'enfants qui naissent de parents non atopiques, non Mhm. allergiques, de familles allergiques, mais D'accord. qui naissent tout simplement dans un environnement qui favorise le développement d'allergies parce qu'il y a beaucoup d'allergènes, beaucoup de pollution, des cofacteurs qui, probablement d'ordre microbiote, euh, favorisent ce développement d'allergies au départ, eh bien, ces enfants ou ces personnes peuvent développer de l'allergie parce que on a tous les outils de quoi le faire. Hein, on a tous de quoi faire de l'allergie. Sauf que chez les personnes saines, on a un système qui bloque ce système et qui l'empêche de développer de l'allergie. D'accord? Et c'est ce qu'on développe pendant les 2 ou 3 premières années de vie. C'est empêcher ce système de fonctionner pour faire de l'allergie. Donc on a tous les outils. Donc ces outils peuvent se débloquer à un moment ou à un autre. Pourquoi ils se développent? Parce que vous avez une pression de l'allergène en quantité importante et des cofacteurs, que ce soit de la pollution, que ce soit des virus, que ce soit des médicaments qui favorisent. Donc tout cela fait que on va développer une allergie nouvelle. Et est-ce que parce qu'on a développé, est-ce qu'il y a autre chose qui fait qu'on fera plus de réactions croisées? Non, c'est surtout si on se sensibilise au pollen de bouleau, on va se sensibiliser à l'allergène majeur du pollen de bouleau. Et on sait qu'au moins un patient sur deux développera, à un terme plus ou moins long, Mhm. des réactions croisées. Ça, c'était Alors ma qu'il y en a la question, c'était moitié qui n'en intéressant, feront d'accord. jamais. Voilà. Donc c'est quand même la moitié des gens allergiques, entre guillemets, qui peuvent, Au entre pollen guillemets, de bouleau. Au pollen ah, au de boulot, bouleau, pardon, parce que dans le excusez-moi. pollen de Oui, bouleau, c'est l'allergène majeur. le Par plus contre, important. voilà, si vous prenez les allergènes de pollen de graminées, bien que ce soit des allergènes majeurs, l'équivalent n'est pas présent dans d'autres fruits ou aliments. Donc, ça ne va pas donner de réaction croisée. On va avoir des réactions croisées plutôt avec des profilines, qui sont des allergènes présents dans tous les pollens, par exemple, et dans plein d'aliments que l'on consomme. Et c'est la sensibilisation aux profilines. En France, par exemple, la sensibilisation aux profilines n'est pas si importante que ça, parce que les espèces végétales que nous avons et les pollens que nous avons ne favorisent pas cette sensibilité, cette sensibilisation. Mhm. Dans d'autres pays, on se sensibilise beaucoup plus aux profilines qu'en France. En France, on est à moins de 20% des patients. Dans D'accord. d'autres endroits du monde, on peut avoir une sensibilisation aux profilines, qui sont des protéines ubiquitaires dans les végétaux, eh bien, beaucoup plus importante, parce qu'il y a des espèces qui les expriment beaucoup plus et qui sont sensibilisantes. Si on se sensibilise, si on prend l'exemple du pollen de cyprès, déjà au nord de la France, on rarement sensibilisé au pollen de cyprès, en dehors de quelques régions de Bretagne, qui c'est une exception, mais le Mhm. reste, il y a très peu de cyprès en dehors du sud de la France. Et ensuite, c'est un allergène mineur du pollen de cyprès qui est responsable de la réaction croisée. Donc la probabilité d'avoir une allergie croisée est extrêmement faible. Oh, tout à fait. Et en France, pour les gens qui sont en France, qui nous écoutent, je vous entends en parlant, est-ce qu'il y a des régions qui sont, comme vous dites, peut-être le sud de la France, beaucoup plus à risque pour les allergiques au pollen que peut-être le nord, je ne sais pas. Est-ce que... Alors, en France, grosso modo, je vais faire une petite carte très Ouais. rapidement. Allez, au nord de la Loire, on va avoir beaucoup de pollen de bouleau, Mhm.
mais on peut aussi avoir, donc, au niveau des arbres, pollen de bouleau, on peut avoir du pollen de frêne, qui est l'équivalent de l'olivier, du pollen de platane. Ce sont les trois arbres majoritaires au nord de la France. Ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas au sud, hein. On trouve dans Oui, les Pyrénées du pollen de bouleau, d'accord? mais On moins. trouve mais un peu moins, voilà, un peu moins qu'au nord. Plus on va vers le nord et vers l'est, et plus on va avoir du pollen de bouleau qui sera présent. Mais on aura aussi euh, le frêne, qui est l'équivalent du pollen d'olivier. Dans le sud, c'est le pollen d'olivier, pollen de cyprès, qui sont les deux pollens prédominants. D'accord. On peut avoir aussi un peu de platane, mais ce sont essentiellement, donc dans l'ordre, c'est cet ordre-là. Après, vous avez du pollen de graminées partout en France, et notamment un petit peu plus, je dirais, dans le nord-est, mais partout en France, on a du pollen de graminées. Et puis, il y a des particularités. On a du pollen d'ambroisie. Donc, l'ambroisie, aussi bien que le pollen de plantain dans la région euh, Pyrénées-Atlantiques, eh bien, quand on se sensibilise à l'ambroisie ou au pollen de plantain, on peut faire des réactions croisées avec les aliments de la famille des cucurbitacées, qui sont donc aussi bien le melon, la pastèque, les citrouilles, les courges, etc. Vous voyez, donc il y a des spécificités de réactions croisées en fonction du pollen et de sa euh, prévalence de positivité dans un endroit. D'accord. Voilà. On sait que dans la région Rhône-Alpes, et puis maintenant ça descend jusqu'à Montpellier, c'est en train de remonter, il y a beaucoup de pollen d'ambroisie dans cet endroit-là, et dans tout le centre de l'Europe, bien sûr. D'accord. Ok. C'est la petite parenthèse. Voilà. Et du coup, bon, tout à l'heure, on a parlé un petit peu du dépistage. Bon, ça, vous avez un petit peu répondu déjà à la question, puisqu'on va dépister l'allergie, la première, la A, comme vous expliquiez tout à Oui. l'heure, et on va comprendre ensuite qu'il peut y avoir la B. Donc, ça, donc voilà, après dépistage, il y a différents tests hein, chez l'allergologue, euh, Alors, ou un seul je, pour les allergies de ce type. je serais prudent pour le terme dépistage. Dépistage, ce serait chez tout le monde, chez toute la population. Ah oui, pardon. Là, on est plutôt dans une investigation bien particulière pour un patient. D'accord? Donc, on va rechercher chez un patient, d'abord à l'interrogatoire. Est-ce que d'abord lui le déclare tout de suite? S'il ne l'a pas déclaré, on lui pose toujours la question, est-ce que vous avez un syndrome d'allergie orale? Ou parfois, il va venir pour des réactions d'anaphylaxie, pas forcément expliquées, parce qu'il a mangé plein de choses et il ne sait pas quel est l'aliment déclencheur. Et donc, c'est à l'allergologue de démêler tout ça. Et notamment, quand on commence à faire les tests cutanés pour connaître le profil de sensibilisation de ce patient, d'abord est-il sensibilisé ou pas? S'agit-il d'une réaction? Est-ce que le patient a un terrain atopique? Est-ce qu'il est sensibilisé et à quoi? Et ensuite, on va s'intéresser en fonction de ce que l'on trouve à poser davantage de questions pour rechercher éventuellement un aliment qui donne une réaction croisée qui peut éventuellement expliquer la réaction qu'a présentée le patient. Donc c'est une enquête et une investigation très euh, comment dirais-je, personnalisée. D'accord. Voilà. Et au niveau des traitements, est-ce que ça se traite ensuite vous le traitez de la même façon, j'imagine, avec les mêmes médicaments? Alors, le traitement, il n'y a pas véritablement de traitement de la réaction d'allergie croisée, sinon que on peut faire des inductions de tolérance, par exemple pour la pomme, je l'ai signalé tout à Mhm. l'heure, pour les personnes qui désirent reconsommer des pommes. Autrement, ce qu'on traite, c'est l'allergie principale, initiale, celle qui a été responsable euh, de la réaction croisée. C'est parce qu'on s'est sensibilisé à l'allergène qui est dans le pollen ou dans l'acarien. Hein, voilà. Donc, on va traiter plutôt l'allergie principale et on va avoir, quand ça fonctionne, une amélioration de l'allergie croisée. Ce n'est D'accord, pas donné, ce n'est pas gagné d'avance et ce n'est pas certain que ça fonctionne à tous les coups. Pourquoi? Aujourd'hui, quand vous traitez un patient pour une allergie au pollen de bouleau, d'abord l'indication, c'est qu'il faut qu'il ait déjà des symptômes respiratoires d'allergie au pollen de bouleau pour pouvoir
le désensibiliser au pollen de bouleau. Et on sait qu'une fois sur deux au moins, ça améliore les syndromes d'allergie croisée, mais pas à 100%. Voilà. Parfois, ça met du temps. Parfois, on va avoir amélioration vis-à-vis de certains aliments, certains fruits, mais pas tous. Il y a du changement, mais il faut être patient et ce n'est pas garanti à 100% qu'on puisse faire disparaître la réaction d'allergie croisée. Et par exemple, si vous désensibilisez aux acariens, vous ne ferez pas disparaître l'allergie aux crustacés qui s'est révélée par la suite. D'accord, parce Parce que que le corps là, garde en mémoire, c'est ça le... non, parce que tout simplement, c'est quand vous désensibilisez au pollen de bouleau, l'allergène qui est responsable de cette allergie est présent en très grande quantité, c'est l'allergène majeur. Quand vous désensibilisez aux acariens, ce sont d'autres allergènes qui sont majeurs et l'allergène qui est responsable d'allergie croisée est un allergène mineur qui est D'accord, présent dans les extraits de désensibilisation, mais en très petite quantité. je Et comprends. probablement, on ne modifie pas grand-chose à cette allergie avec la désensibilisation que l'on fait et qui est ciblée sur d'autres allergènes plus importants. D'accord. C'est vraiment très intéressant tout ce que vous nous... J'espère qu'il y a des personnes qui nous regardent qui vont mieux comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, si on arrive, en tout cas, vous avez des patients qui ont des histaminoses, des SAMA. euh, alors, la question, elle est peut-être bête, mais est-ce que vous remarquez une prédominance de toutes ces allergies? Alors, on peut parler des allergies générales ou allergies croisées par rapport au reste de la population chez les personnes atteintes justement de SAMA et d'histaminose. Je pense que, personnellement, je ne pense pas qu'il y en ait plus, mais ils peuvent les vivre peut-être avec une intensité plus importante. D'accord, oui. C'est surtout ça. Ça veut dire que, d'ailleurs, c'est quelquefois un des signes qui doit alerter l'allergologue ou le médecin, qu'il soit, qui reçoit ce type de patient, lorsqu'on a des symptômes qui sont euh, disproportionnés par rapport à, si vous voulez, à ce qu'on attend. Et notamment, donc, ça, on doit peut-être se dire, ah, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui amplifie ces réponses-là? D'accord. Et c'est là qu'il faut s'intéresser à poser toutes les autres questions pour dépister, dans ce cas-là, soit la présence d'une activation, d'un syndrome d'activation insuffisante ou d'une intolérance à l'histamine. Parce que dans ces cas-là, pour ces patients-là, est-ce que vous arrivez à vraiment, bon, ce que vous dites un petit peu, vraiment distinguer? Parce qu'en fait, quand on a tellement de symptômes, qu'on réagit à tellement de choses, je pense que pour l'allergologue, c'est aussi compliqué de distinguer ce qui est vraiment du type de l'intolérance d'allergie, enfin de la maladie en elle-même. C'est assez compliqué quand même, je pense. Alors, oui, c'est compliqué, mais on y arrive quand même. Alors, Oui. parce que nous connaissons bien aujourd'hui les familles, euh, que ce soit des familles donc botaniques, ou en tout cas les familles d'aliments qui contiennent tel ou tel allergène. Et quand on a le résultat des tests cutanés et surtout des dosages d'IgE spécifiques, on sait que tel IgE spécifique contre telle molécule est positive, on sait que les symptômes liés à la consommation de tel ou tel aliment peuvent provenir de cette réaction croisée. Par contre, les autres symptômes avec des réactions avec d'autres aliments qui ne sont pas dans cette liste de réactions croisées, il faut s'intéresser à se dire, est-ce qu'ils ne relèvent pas d'un autre mécanisme? Mhm. Voilà. Et donc le fait de connaître, de bien connaître les aliments et leur contenu en allergènes croisants avec tel ou tel pollen ou tel ou tel autre aliment allergène animal, eh bien, ça nous permet de tout de suite de dire ça, c'est lié à ça, et ça ne l'est pas. Alors, soit c'est quelque chose de rare, soit c'est lié à un autre mécanisme. Et donc, on peut vraiment faire le tri comme ça. D'accord. Bon, bah ça donne l'espoir, en tout cas, de pouvoir distinguer un petit peu les choses. Et du coup, bon, on arrive bientôt sur la fin. L'inflammation chronique, quand on a un SAMA ou une intolérance à l'histamine, donc on rappelle, hein, on développe entre autres plus d'histamine hein, régulièrement ou tout le temps. Est-ce que le fait d'avoir tout le temps une inflammation avec de l'histamine qui est toujours en surnombre, on va dire, je ne sais pas si je peux dire comme ça, est-ce que ça favorise l'émergence plus tard de nouvelles allergies?
Alors, j'allais dire, vraisemblablement, je n'ai pas les preuves, bien sûr, mais il n'y a pas eu d'études que de fait pour répondre à cette question. Mais on peut penser que oui, parce que dès lors que vous avez de l'inflammation, que ce soit dans la muqueuse respiratoire ou que ce soit dans la muqueuse digestive, vous favorisez le passage, cela favorisera le passage d'allergènes. Le fait qu'il y ait davantage de cellules inflammatoires donc favorise le processus de sensibilisation, surtout si le patient a un terrain atopique. Il faut savoir que dans l'ensemble, aujourd'hui, donc ce terrain atopique, quand il est présent, il va, mais j'allais dire, compliquer le problème des personnes qui souffrent de syndrome d'activation mastocytaire euh, ou qui souffrent d'intolérance à l'histamine. Et donc, on peut penser que le fait d'avoir ça va générer un environnement plus propice au développement de nouvelles allergies lorsqu'on sait en faire, lorsque le mécanisme d'allergie est déjà fonctionnel chez le Peut-être patient. progressivement dans le temps aussi, j'imagine que ça, Oui, tout à fait. c'est ça, Au cours de l'évolution, si on ne c'est fait ça. rien. D'accord. On le sait bien parce que on le voit chez les atopiques qui se sensibilisent à beaucoup d'allergènes de l'environnement, qu'ils soient respiratoires ou alimentaires, parce qu'il y a ce passage, que ce soit à travers la peau, que ce soit à travers des muqueuses respiratoires ou que ce soit à travers euh, les intestins. Donc, c'est vrai que ça peut faciliter. D'accord. Eh bien, écoutez, on arrive sur la fin de l'entretien, en tout cas. Est-ce que vous auriez un message ou un conseil ou que vous voudriez faire passer à tous les gens qui nous écoutent et qui pourraient avoir enfin, ce type d'allergie? Eh bien, d'abord, je pense qu'il faut surtout bien se documenter sur des sites fiables surtout. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le choix, mais il y a aussi parfois de l'information sur Internet peut-être euh, assez, comment dirais-je, tellement importante que finalement, on ne sait plus laquelle est la bonne. Donc, il faut surtout aller vers des sites vérifiés, validés par des médecins de préférence. Voilà. Ben, merci beaucoup, docteur Chaban, d'avoir accepté cette invitation. Et puis, merci en tout cas et à bientôt. À bientôt. Au Merci à revoir. vous. Au revoir.